Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir de vous retrouver encore ce soir pour la fête de l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. 3 titres pour s'ouvrir sur le monde ce soir. La journée mondiale consacrée à la radio se célèbre dès demain et en prélude, la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision qui a choisi de faire un focus sur un professionnel de la radio, Materne Ondua, puisqu'il s'agit de lui être en même temps metteur en ondes et animateur radio. L'évocation du parcours de l'homme qui a su se frayer une place dans l'univers concurrentiel de la communication au Cameroun vous sera ainsi livré dans le cadre de cette session consacrée à l'information, et on s'intéressera également à la gouvernance, le règne des vieux jeunes avec une population pourtant estimée à plus ou moins 30 millions d'habitants. Le Cameroun est depuis des décennies maintenant dirigé par une poignée d'hommes du troisième âge qui n'entendent pas laisser le pouvoir passer à un autre système, mais les jeunes pourtant majoritaires sont juste du bétail électoral, un véritable contraste assez inquiétant quand on sait qu'ils peuvent renverser la donne. Le Cameroun sous le règne des vieux jeunes, l'analyse de Joël Akumba vous sera également livrée. Dans ce cadre consacré à l'information, on s'intéressera au sport, l'élection du comité exécutif de la Confédération africaine de football, la candidature du président Samuel Eto'o-Fils qui reste en question. Le tribunal arbitral du sport, dans une correspondance, demande à la Confédération africaine de football de répondre au recours du président de la Fédération camerounaise de football après le rejet de sa candidature au poste du comité exécutif de la CAF. Les détails vous seront également livrés dans cette session consacrée au 19-30. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine de ce journal. La suite, c'est tout de suite. La journée mondiale de la radio se célèbre demain 13 février 2025. En prélude à cette célébration, la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision qui a choisi de faire un focus sur un jeune passionné de ce média. Il est par ailleurs metteur en ondes et animateur radio, Materne Ondua, puisqu'il s'agit de lui. L'homme, dans son parcours, a pu se frayer un chemin dans cet écosystème plutôt concurrentiel. Fallon Mofoué l'a rencontré. Voici son reportage. Mais tu nous appelles depuis quel quartier? Commence par le quartier BMAC. Amoureux de la culture et professionnel de la radio, Materne Ondua fait partie des hommes qui savent marquer les esprits. Sans usurpation des titres ni tricherie, c'est avec honnêteté et intégrité qu'il s'est bâti une belle et grande réputation dans le domaine technico-artistique. Le métier d'animateur le titille depuis 2009. Un homme au parcours impressionnant. L'histoire a commencé dans une radio située du côté d'Onvolier. La radio s'appelle Radio Jeunesse. Et après, de 2009 à 2010, il fallait aller voir ailleurs. C'est là où on s'est retrouvé du côté d'un SAM, à Vision 4, à Satellite FM, au groupe L'Anecdote. On a fait de là-bas, de 2010 à 2019. Et quand je quitte dans Vision 4, je me retrouve à Capital FM. À Capital FM où là-bas je n'ai pas fait beaucoup d'années, j'ai fait un an. Après avoir exercé dans plusieurs radios de la place, Materne Ondua a pu acquérir une riche expérience qu'il est prêt à transmettre à la jeune génération. Il faut se dire qu'on travaille pour soi-même, il faut aimer ce qu'on fait comme travail, et aussi quand on est à l'antenne, il ne faut pas frustrer ceux qui écoutent la radio. Désormais en service à Horizon 3, depuis bientôt 2 ans, ce roi de la console technique, mais mordu du micro, vit en parfaite convivialité avec ses collègues. Materne, c'est un collègue d'abord que j'ai trouvé ici. Au-delà d'être un collègue, Materne, c'est également un grand frère, parce que Materne prend le temps d'apprendre. Il ne tient pas compte des erreurs qu'on peut faire, il prend son temps d'enseigner, parce que Materne c'est aussi ça, un éducateur. Et la collaboration avec Materne se passe super bien. Toutefois, après son parcours impressionnant et haletant, l'homme de radio nourrit encore des ambitions dans son domaine de prédilection. Je me retrouve à Horizon, là je suis là aujourd'hui. Je ne vais pas dire que l'aventure va s'arrêter demain, mais pour le moment, je suis encore à Horizon et je compte encore donner mon savoir-faire. Je compte encore tout donner, je compte encore mettre mes connaissances au sein du groupe Horizon. Jusqu'à quand va durer cet amour? Materne Ondua
envisage-t-il un avenir autre que celui des médias? Seul l'avenir nous le dira. Pour l'heure, il en profite encore avec délectation. Vous l'aurez donc compris et constaté, c'est le docteur en chef et par excellence de la programmation radiophonique Mater Nondoa qui a donc permis à ce qu'au sein de la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision qu'on essaye de questionner l'homme de la rue sur l'appréciation qu'ils ont pour la radio moderne. Il faut dire qu'au-delà de la programmation qui se fait, plusieurs autres éléments prennent prise justement en compte par ceux qui sont adeptes de ce média, occasion donnée justement à ceux qui écoutent la radio de livrer leur point de vue au regard de cette journée qui sera célébrée demain. Il s'exprime tour à tour au micro de David Bala. Oui, j'écoute bien la radio, j'écoute le journal, les musiques, parfois j'aime capter les musiques douces. Tous les matins, en quittant de chez moi pour me rendre dans mon lieu de service, je suis la radio de la voiture, j'écoute les chaînes du pays et les chaînes internationales. J'écoute les chaînes du pays. On aime beaucoup plus regarder qu'écouter. On aime bien coller une image sur les personnes qu'on entend parler. Du coup, à défaut d'écouter une personnalité en particulier, on préfère mieux regarder la télé que la radio. En vérité, je n'écoute plus la radio comme avant. Je pense que la radio, comme la télévision classique, sont des médias qui sont en voie de disparition. Prenons cette fois-ci la direction de Masor-Sonloulou. Nous sommes dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. De son côté, les jeunes ont, avec faste et solennité, célébré la 59e édition consacrée à la fête de la jeunesse. Il n'en demeure pas moins que ceux-ci sont encore restés sur leur soif. Ils ont exprimé tour à tour leur demande du discours du chef de l'État. Ils n'ont pas tiré grande chose. Il faut justement s'en tenir à ceux qui se sont exprimés dans ce reportage brillamment mené par notre correspondant dans la Sanaga-Maritime, Franck Guillon. À l'occasion de la semaine dédiée à la jeunesse, les jeunes élèves des différents établissements, des mouvements et des partis politiques de Masok-Sonloulou ont tenu à s'exprimer sur leurs aspirations futures. Que notre arrondissement grandisse encore davantage, que les jeunes s'impliquent davantage dans les choses administratives et politiques de cet arrondissement. Dans cette périphérie rurale du département de la Sanaga-Maritime, bien enclavée, les jeunes ont répondu présent pour célébrer avec faste les activités marquant la clôture de la semaine qui leur était dédiée. Oui, les messages tous ont été citoyens. Ils ont été des messages appelant aux uns et aux autres à aller, n'est-ce pas, s'inscrire sur les listes électorales, aller voter et adopter de manière générale une posture véritablement citoyenne. Les jeunes de Masok-Sonloulou ont également présenté leurs préoccupations, notamment le chômage et le manque d'opportunités qui affectent leur quotidien. Il faudrait qu'on ait du travail, qu'on puisse travailler, qu'on puisse s'épanouir comme les autres, que d'avoir une jeunesse délinquante aujourd'hui. Nous leur avons demandé de redoubler d'ailleurs au travail, faire davantage de créativité, car demain, ils seront ceux qui seront appelés à prendre des choses en main. La fête du 11 février a été l'occasion idéale pour parler plus fort et faire entendre leur voix. Parlons cette fois-ci gouvernance dans cette session consacrée à l'information avec le règne des vieux jeunes. Nous sommes pourtant dans un pays estimé à plus ou moins 30 millions d'habitants, le Cameroun, qui est depuis des décennies maintenant dirigé par une poignée d'hommes du troisième âge qui n'entendent pas laisser le pouvoir passer à un autre système. Mais les jeunes pourtant majoritaires sont juste du bétail électoral, un véritable contraste assez inquiétant quand on sait qu'ils peuvent renverser la donne. Le Cameroun sous le règne des vieux jeunes, c'est l'analyse signée Joël Akumba. Le pays, où plus de la moitié de la population est constituée de jeunes, mais où pourtant ce sont les papis qui tiennent les commandes et ne veulent pas lâcher prise. 423, c'est le nombre cumulé des âges de 5 personnalités parmi les plus hautes de l'administration. Paul Biya, président de la République, 92 ans. Marcel Nyadi Fendi, président du Sénat, 91 ans. Kava Yege Djibril, président de l'Assemblée nationale, 85 ans. Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, 84 ans.
Joseph John Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement, 71 ans. Ça fait bien 423 ans. De quoi donner du vertige aux jeunes. Des jeunes justement qui n'espèrent pas vivre aussi longtemps dans un contexte marqué par la prolifération voulue, voire encouragée par le pouvoir en place à travers la consommation des stupéfiants, la dépravation des mœurs, la délinquance, avec pour résultat les viols et les meurtres. Dès lors, comment comprendre qu'alors qu'ils étaient tous arrivés aux affaires âgés de moins de 40 ans, ces vieux jeunes soient encore tous accrochés au miel du pouvoir, mais laissent sombrer la jeunesse dans la perdition. Pire encore, pour galvaniser la jeunesse et l'encourager à garder un espoir vain, ils ont vulgarisé la pensée du fer de lance de la nation. Seulement, force est de constater qu'au fil du temps, le fer en question a rouillé et la pointe est depuis fort longtemps tordue du fait des échecs et des déceptions. Analyse signée Joël Akumba. Parlons cette fois-ci de ce mouvement de grève annoncé par l'ensemble des enseignants du Cameroun, ceux-ci qui remettent encore sur la table du gouvernement quelques revendications qui d'ores et déjà ont trouvé réponse, c'est le silence. Il faut dire que ceux-ci ont prévu pour le 25 février 2025 de déposer à nouveau les craies au sein des établissements. Il faut noter ce réel impact négatif que cela pourrait avoir sur le quotidien de ces élèves qui ont pour objectif de braver les examens de fin d'année. Entre les tenants et les aboutissants, on retrouve la plume de David Zo. Les enseignants du Cameroun s'apprêtent de nouveau à descendre dans la rue pour faire entendre leur voix. Parmi les revendications formulées par les seigneurs de la CREI, réunis au sein du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, le SECA, figure en bonne place l'épineux problème des rappels et celui de la gestion de la retraite. Au-delà d'avoir géré le problème de la carrière des enseignants qui ne va plus subir des entraves, a créé d'autres problèmes tels que celui des rappels qui n'est pas encore, on ne sait pas encore comment ça va se gérer. Voilà, donc c'est un véritable problème que nous ne savons pas la suite. Il y a également les retraites. Est-ce que les retraités ont été pris en compte par Aigle? Nous avons l'impression que ça n'a pas été encore fait. À ce titre, les enseignants exigent au gouvernement de renouer avec le dialogue et programmer le Forum national de l'éducation. Effectivement, nous attendons que le gouvernement renoue avec le dialogue. Le dialogue permanent tel qu'instruit par le chef de l'État, ça suppose que les discussions sur le statut spécial doivent être reprises aujourd'hui. Le Forum national de l'éducation doit être programmé, parce que ce sont des événements qui auraient pu avoir lieu en 2024. Mais 2024 est passé comme ça sans toutefois avoir ses principales revendications. Il faut le savoir. La principale revendication des enseignants aujourd'hui au Cameroun, c'est la signature du statut spécial. Et à cela viendra donc le Forum national de l'éducation pour dissiper et réorienter notre système éducatif. Si toutes ces revendications des enseignants ne sont pas prises en compte, ces derniers envisagent d'observer un nouveau mouvement de grève dans les prochains jours. Direction cette fois-ci région de l'extrême nord. Nous sommes au Mayo Danaï. De ce côté, le gouverneur de cette région, avec l'ensemble de son équipe, ont échappé à un véritable lynchage venant de la part des populations qui ont d'ores et déjà refusé la création du parc Mambet Mbet. Plus de détails, Mimi Rose Bindam. Le gouverneur de la région de l'extrême nord Cameroun, Njiawa Bakari, et sa suite, donc le préfet du Mayo Danaï et les principaux collaborateurs échappent au lynchage des populations de Kourbi le 7 février dernier grâce à l'intervention énergétique du bataillon d'intervention rapide, le BIR. En effet, les populations de cette localité s'opposent depuis quelques semaines à la création d'un parc national sur leur terre. Ils dénoncent par ailleurs le nom de baptême du parc Mabed Bed, qui selon eux signifie les non-circoncis, appellation qui serait en principe une injure pour les riverains. De ce fait, en s'appuyant sur ces raisons, les populations du Mayo Danaï exigent que le Premier ministre, chef du gouvernement, annule le décret portant création de ce parc national en créant tout un autre nouveau. Étant descendu sur le terrain pour une tournée dans cette localité située entre Guidigis et Kaélé pour convaincre les populations, le gouverneur Njiawa Bakari et ses accompagnateurs
consommateurs sont captivés par une population sortie en masse et armée de gourdins, leur demandant d'annuler le décret. Malheureusement, le gouverneur n'a pas pu dicter la loi de la République, ni même se faire écouter en face d'une population déchaînée. C'est une situation assez compliquée pour l'État et son gouvernement. Un autre fait et phénomène qui fait mal, la pénurie de la bière, le phénomène qui persiste depuis bientôt 4 mois aujourd'hui, suscitant beaucoup d'inquiétudes entre consommateurs, distributeurs et même détaillants, entre stocks insuffisants, tensions sur les prix et explications floues des brasseries. La situation semble loin d'être résolue. Quelles sont les causes de cette pénurie? Comment les acteurs du secteur s'adaptent-ils? Éléments de réponse face à ces deux interrogations sous la plume de David Etamé. Depuis plusieurs semaines, la ville de Yaoundé est confrontée à une pénurie persistante de bière. Une situation qui affecte tant les consommateurs que les acteurs de la chaîne de distribution. Les distributeurs locaux signalent une diminution notable des livraisons en provenance des brasseries. Selon eux, les quantités reçues sont insuffisantes pour répondre à la demande habituelle et chose qui provoque le courroux de leurs différents clients. Les détaillants, quant à eux, pour la plupart, qui ont refusé de s'exprimer à visage découvert face à nos caméras, ils peinent à approvisionner leurs étals. Dans de nombreux points de vente, les marques populaires sont en rupture de stock et les clients en colère sont obligés de se tourner vers les boissons alternatives. Quand moi je m'assois, j'ai mes goûts précis. Je bois la 33, je bois la musique. Quand il n'y a pas ça, moi ça m'énerve d'abord à la base. Donc je peux me retrouver en train de prendre, on va te dire il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je suis obligé de me transformer en un toubivore. En fait, je bois ce qu'il y a, ce que je vais trouver. Les raisons de cette pénurie restent floues. Certaines sources évoquent des problèmes de production au sein des brasseries locales, potentiellement liés à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou à des pannes techniques. D'autres pointent du doigt des défis logistiques, notamment des retards dans le transport des produits finis vers les centres de distribution. Les acteurs du secteur, face à cette situation, espèrent un retour à la normale dans les plus brefs délais. Que se passe-t-il donc concrètement dans cet écosystème? On n'en sait presque rien. Continuons dans le cadre de cette session consacrée à l'information. Parlons de l'intoxication alimentaire, ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre société. Pourquoi la mort semble-t-elle s'inviter dans nos plats? C'est une interrogation assez majeure. Rositium, dans ce contexte, nous propose dans ce reportage qui va suivre quelques mécanismes qui peuvent être mis en place tant dans la préparation que dans la conservation de nos aliments afin d'éviter le pire. Reportage signé Rositium. Les intoxications alimentaires représentent un véritable danger pour la santé publique au Cameroun. Le souvenir du drame de Ngolébélé dans la région de l'Est ont encore les esprits que la ville des Bolova dans le sud prend tristement le relais. En effet, 4 enfants issus d'une même famille ont perdu la vie de manière soudaine, plongeant leurs proches et la communauté locale dans une profonde douleur. Selon les premiers témoignages recueillis, les enfants auraient présenté des symptômes inquiétants après avoir consommé le repas cuisiné par la maîtresse de maison quelques heures avant. Pour Isaac, l'utilisation des produits chimiques n'est pas sans conséquence pour notre alimentation. Nos agriculteurs utilisent maintenant les produits chimiques comme des engrais et ça cause des incidents parce qu'on ne mange plus bio. Pour manger bio, il faut aller peut-être dans les zones rurales un peu bien reculées pour avoir peut-être des fruits ou bien des produits vivriers qui sont naturels. Mais dans les villes ou bien autres, on utilise beaucoup plus des engrais. Et ces engrais, ça apporte, n'est-ce pas, des produits chimiques dans l'organisme. Étant donné qu'on consomme parfois frais, crus, et ce qui n'est pas bien pour l'organisme. Toutefois, les intoxications alimentaires peuvent être évitées grâce à une attention particulière portée à l'hygiène, à la cuisson, au stockage et à la séparation des aliments. Pour nous, les femmes, faut qu'on fasse très attention du fait quand on prépare, qu'on fasse la propreté tout autour de nous, nos louches, nos serviettes, qu'on essuie les mains, afin que nous soyons toujours à l'abri et nos enfants soient toujours à l'abri des insectes, des choses qui nous nuisent, quoi, des petites souris qui passent toujours tout autour et tout. Et c'est bon, vraiment, si on prend vraiment soin de ça, j'espère que on n'aura plus tout ce genre de problème dans la société.
quand on finit la cuisine, il faut nettoyer l'endroit et faire en sorte que la marmite est bien couverte et vérifier que les insectes ne peuvent pas entrer dans la marmite. En suivant ces pratiques simples mais efficaces, il est possible de réduire considérablement le risque de contamination tout en protégeant non seulement notre santé, mais aussi celle de nos familles et même de nos convives. La prévention est donc essentielle pour éviter des conséquences graves liées à la consommation des aliments. Actualité hors de nos frontières, la guerre entre Israël et le Hamas persiste davantage. À cet effet, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pris une décision formelle. Le 15 février prochain, la suspension de ce cessez-le-feu sera donc visible sur l'ensemble du territoire si jamais les otages dans le cadre de ce conflit ne sont pas libérés. C'est l'actualité majeure qui constitue l'information hors de nos frontières. Le round-up porte encore ce soir la signature de Madeleine Gomandon. Au Burkina Faso, une circulaire signée du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo circule dans l'ensemble des ministères, rappelant à l'ordre les ministres de faire preuve de plus de rigueur. En date du 7 janvier dernier, tous les ministres et tous les présidents d'institutions l'ont reçu. Le texte en forme de mise en garde leur demande de se montrer plus attentifs à la gestion de leurs administrations respectives, car c'est peu de le dire. Au regard du temps employé par le chef du gouvernement, il semblerait bien que les pratiques actuellement en cours au plus haut sommet de l'État ne soit pas vraiment à son goût. Parmi les insuffisances mises à l'index par le premier des ministres figure par exemple le manque de rigueur dans le processus de sélection et dans le montant des rémunérations accordées aux personnes recrutées. Jean-Emmanuel Ouedraogo demande à son équipe de véritablement mettre toutes les candidatures en compétition, de ne pas éliminer les postulants pour des raisons non objectives ou encore d'être plus transparent dans les procédures d'embauche qui semblent parfois sujet à caution si on en croit le Premier ministre. Tous ces manquements impactent la bonne gouvernance des programmes de développement, ce qui entraîne une insuffisance des résultats selon lui. En Ouganda, à la suite de la décision prise par l'administration Trump de suspendre l'aide américaine à l'étranger pour une durée de 90 jours, le ministère ougandais de la Santé a proposé aux salariés du secteur privé de financement de travailler dans un esprit patriotique en tant que volontaire le temps de négocier avec Washington. Depuis que Donald Trump a décidé de suspendre pour 90 jours l'aide apportée par son pays à l'étranger, le ministère ougandais de la Santé a par exemple été contraint de fermer toutes les cliniques spécialisées dans la lutte contre le VIH-Sida et de transférer la prise en charge de leurs patients aux hôpitaux publics. Une décision qui fait bien sûr peser le risque de leur engorgement, raison pour laquelle les autorités en appellent à la fibre patriotique des salariés désormais au chômage technique dans le but de limiter l'afflux de patients dans les établissements hospitaliers. Et guerre en Israël et au Hamas, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé le 11 février de reprendre des combats intenses dans la bande de Gaza jusqu'à ce que le Hamas soit définitivement vaincu si l'organisation ne libère pas les otages d'ici samedi 15 février à midi. Après ce communiqué du chef du gouvernement, l'armée israélienne a annoncé des renforts supplémentaires autour de Gaza conformément à l'évaluation de la situation et à la décision d'augmenter le niveau d'alerte dans la région militaire sud. Les réservistes sont compris dans ces renforts supplémentaires. Parlons sport dans ce journal avec l'élection au comité exécutif de la Confédération africaine de football, la candidature de Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT, qui suscite beaucoup d'interrogations. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, dans une correspondance, demande ainsi à la Confédération africaine de football de répondre au recours du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, après le rejet de sa candidature au poste du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Plus de détails avec Alex Rodrigue Bacon. Alors que le scrutin approche, le dossier Eto'o devient un enjeu majeur pour la gouvernance du football africain. Reste à voir si la Confédération africaine de football va céder à la pression du tribunal arbitral de sport ou si elle va maintenir sa position initiale au risque de prolonger le bras de fer juridique. La CAF se retrouve ainsi dans une situation délicate car l'instance doit désormais examiner le recours de Samuel Eto'o et justifier son exclusion ou, au cas contraire, le réintégrer
intégrés dans la course. Un fait qui pourrait redistribuer les cartes et modifier l'équilibre politique au sein de la Confédération africaine de football. En parallèle, d'autres figures de football africain ont vu leur candidature validée, à l'image de Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football, qui est confirmé comme représentant de l'Afrique du Nord au comité exécutif de la CAF, tandis qu'aucun candidat de la zone de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, regroupant le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Gabon et d'autres nations, n'est retenu pour intégrer le comité exécutif. Une situation qui soulève des interrogations sur la représentativité de cette région au sein de l'instance africaine. La décision officielle de la CAF reste attendue autour de cette actualité qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Fin journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand bonheur et un grand sourire que nous vous disons merci. Merci pour votre bien aimable attention sur nos antennes. On vous souhaite une très bonne suite de programme. Je vous laisse en compagnie de Bertrand Bika dans le cadre de la Vespérale Horizon Soir. Le rendez-vous avec moi, c'est demain jeudi, lorsqu'il sera 19h30. Ne l'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse. Visiblement, il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. Bonne suite de programme à toutes et à tous et à demain.